J'accueille Sylvie Vassalo, directrice du salon. Alors Sylvie, quoi de neuf pour cette nouvelle édition et cette nouvelle émission? Alors, ici, quand on est au Salon du Livre et la Presse Jeunesse, on peut découvrir des dizaines de milliers de titres qui sont destinés aux enfants et aux adolescents. Et c'est pas toujours facile pour eux et pour leurs parents de s'y retrouver. Le Social Club, c'est une émission qui est importante pour nous parce qu'elle nous permet de décrypter un petit peu les tendances de la création et de l'édition. Et effectivement, aujourd'hui, sur une question très importante en littérature de jeunesse, la peur. Mais avant ça, je voulais dire plus généralement quelque chose autour de la lecture et de la littérature, parce qu'on est dans un moment où on parle beaucoup de la lecture des enfants et des jeunes. Et je voulais rappeler à quel point la lecture est intéressante pour le développement des enfants, aussi bien au plan cognitif qu'au plan social et au plan émotionnel. La lecture, quand elle se met en place, elle va déclencher énormément de travail au niveau du cerveau de l'enfant, un travail d'équipe pour déchiffrer, pour lire, pour comprendre, pour se projeter quand il s'agit de littérature plus particulièrement. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce thème de l'art de l'autre et de l'empathie, parce que précisément la littérature permet de se glisser dans la peau de l'autre, à la fois d'aller vers le vaste monde, mais aussi de comprendre celui ou celle qui est différent de nous, et aussi de se comprendre, de comprendre nos propres émotions. Et la lecture, la littérature, ça va déclencher des hormones de la sécurité pour l'enfant, ça va déclencher aussi des hormones de bien-être et de plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors on peut se demander, la peur, au contraire, ça a l'air d'être tout l'inverse de ce que je viens de raconter, mais pas du tout. Parce que cette littérature de peur qu'on va retrouver ici partout, ça existe pour les tout petits, avec les cauchemars, les monstres sous le lit, jusqu'aux plus grands avec le gore, comme ça vient d'être indiqué. En fait, ça se trouve partout parce que vivre la peur par procuration à l'intérieur d'une histoire, à l'intérieur d'un livre, c'est quelque chose de très important pour les enfants. C'est une expérience à faire qui va leur permettre justement de se sentir beaucoup plus en sécurité dans le monde réel, parce que le livre, l'objet livre, matériellement a quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que quand on ferme les pages, quand on a fait ce voyage, cette expérience, eh bien la peur qu'on a eue, elle va rester à l'intérieur du livre. Effectivement, c'est vraiment des thèmes sur lesquels on reviendra. Merci beaucoup Sylvie, on te retrouve demain pour une nouvelle émission dont je garde un petit peu le suspense. Et maintenant, place à la discussion. On l'a dit, vulgaire, violente et même parfois, pour les pires personnes, inutile. Et pourtant, on y retourne encore. Depuis quelques années, l'horreur, dans la littérature, a regagné nos rayons. Qu'est-ce que ce genre, longtemps stigmatisé, peut nous offrir? Quelles limites y apporter? Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'aimer les monstres et les monstresses? Avec moi pour répondre à ces questions autour de la table, Vincent Mondiot, vous êtes auteur et directeur de la collection Nocturne chez Actes Sud Jeunesse. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, Taous Merakchi, vous êtes autrice, podcasteuse et vous avez récemment sorti chez La Ville Brûle cette ode à l'horreur monstrueuse. Bonjour. Bonjour, merci. Un petit peu plus loin de moi, j'ai Mathieu Le Tourneux, professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour. Et enfin, Clémence Barre, éditrice chez Casterman, notamment de la collection Hanté. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce midi sur votre pause déjeuner. C'est très sympa. Et pour commencer, j'ai envie de poser une question toute simple. Vincent, c'est quoi l'horreur finalement ? Question toute simple, pas vraiment. Alors je pense que artistiquement, je parle sous contrôle d'un chercheur, donc j'ai très très peur de cette réponse. Mais je pense que c'est l'idée en art de chercher à faire peur en fait, que ce soit un des objectifs de ce qu'on fait, ce qui n'est pas, par exemple, pas le cas du fantastique forcément.
qui peut mettre en scène de l'imaginaire, mais dont la quête de peur chez le public, ou le lecteur en l'occurrence pour nous, n'est pas l'enjeu, n'est pas le geste artistique, j'ai envie de dire. Je pense que l'horreur, ça va être ça, ça va être une œuvre qui cherche à faire peur. Effectivement, il y a cherché à faire peur. Et puis aussi, il y a d'autres choses qui m'ont vachement surprise comme non adepte de l'horreur. Taous, dans votre livre, vous écrivez « Une partie de moi est convaincue que l'horreur est l'une des meilleures formes de développement personnel ». Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? L'horreur a la capacité d'opérer comme miroir à la fois de nous-mêmes, mais aussi de notre société, des gens qu'on côtoie, et de mettre le doigt sur tous les tabous, sur tous les biais qu'on peut avoir, sur toutes les peurs qu'on peut avoir. Et nos peurs disent énormément de qui on est, dans quel environnement on a grandi, que ce soit au niveau familial ou au niveau de la société. Et je pense qu'en faisant face à ces peurs-là, à ces biais, à tout ce qui peut être, entre guillemets, moche dans notre vie et donc dans la fiction, ça permet de développer son empathie, de développer sa confiance en soi aussi, et de mieux comprendre le monde et les gens qui nous entourent et ce qui nous agite aussi nous personnellement. Donc je suis convaincue, vraiment, au plus profond de moi-même, que plus on consomme d'horreur, mieux on est à la fois dans sa peau et meilleur on est en tant qu'être humain. D'ailleurs, je me permets de lire la suite parce que c'est quand même croustillant. Oubliez le yoga et la sophro, c'est dans le sang et la brume qu'on trouvera le salut. Incroyable, vraiment, quelle punchline. Merci, j'en suis très fière. Et alors, Mathieu, vous avez justement travaillé sur ces sources dites grand public. Vous en avez d'ailleurs tiré un livre aux origines de la pop culture où vous traitez de l'horreur. L'horreur, ça vient d'où ? Ça tire d'où toutes ces imaginaires ? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que dans les grands genres de la pop culture, il y a des genres qui sont fondés sur la transgression des limites, dont l'usage collectif, c'est de transgresser les limites. Il y a la pornographie, bien sûr, il y a le rire, qui est un des espaces de transgression, et il y a l'horreur, et l'horreur, c'est une transgression du côté de la répulsion. Et on a, quand on regarde un film d'horreur ou lit un ouvrage d'horreur, on a le corps on a une tendance à repousser ou à reculer soi-même, et c'est donc une dynamique esthétique, un plaisir de ressentir des choses qu'on ne veut pas ressentir dans la réalité. Et c'est la très grande puissance de l'horreur d'être une forme qui vise à nous faire aimer ressentir des choses que nous ne voulons pas ressentir. Ça veut dire que l'horreur, c'est la forme de la transgression. Donc quand on dit que l'horreur est de mauvais goût, bien sûr, parce que c'est une de ses fonctions que de transgresser les limites du goût. Et la créativité incroyable de l'horreur tient à cette faculté. Donc, de quand remonte l'horreur ? L'horreur est un genre qu'on peut faire remonter éternellement, puisque cette dynamique de plaisir esthétique, d'éprouver des choses qu'on ne veut pas éprouver dans la réalité, c'est une des dynamiques fondamentales du plaisir esthétique. C'est la même, par exemple, pas du côté de la peur, mais c'est la même qu'on éprouve dans le mélodrame, par exemple, dans le mélo, du côté de la tristesse et des émotions négatives. Éprouver des émotions négatives dans la fiction, c'est fondamental. C'est vrai que cette transgression, cette espèce de rejet comme ça esthétique, moi je l'ai vachement ressenti. Alors je regarde plein de couves de la collection Hanté, Clémence, mais voilà, la maison sans sommeil, effectivement, je suis pas sûre des fois, je suis là, est-ce que je vais l'ouvrir ? C'est ça que vous aviez cherché un petit peu à travers cette collection ? Oui, absolument. En fait, c'est une bonne transition vers le plaisir de la lecture, par rapport à ce qu'on disait juste avant. C'est trouver son plaisir soi-même aussi, pas parce que les parents nous l'ont conseillé ou qu'on nous a dit que c'était bon pour nous. L'idée de cette collection, c'était vraiment d'afficher d'emblée que dès la couverture, que ça va potentiellement faire peur ou très peur, mais on sait très bien que dès le plus jeune âge, tout un chacun peut avoir envie de chercher ça. En fait, la peur n'est pas une question d'âge, et c'est vraiment subjectif à chacun. Et en tant qu'éditrice, mais en tant que jeune lectrice de Chair de poule à l'époque, je savais que c'était un vrai pur plaisir de lecture que d'aller chercher des sensations fortes et que c'était très marquant. Et du coup, ça permet aussi d'aimer, d'apprendre à apprécier la lecture et ce qu'elle peut apporter. C'est vrai qu'on le disait un petit peu au début, j'ai l'impression qu'il y a
une appétence un peu plus forte ces dernières années. Est-ce que vous l'avez ressenti? Parce que ça fait déjà 5 ans, je crois, qu'elle existe, la collection. Oui, tout à fait. À l'époque, en 2020, quand la collection a été lancée, on était en plein dans la tendance Stranger Things sur Netflix. Donc, avec ce fort sentiment qu'il y avait un public assez jeune, mine de rien, de collégiens, de jeunes ados, qui aimaient ces récits fantastiques, horrifiques, qui pouvaient des fois aller loin et qui, en tout cas, les mettaient en scène en tant que groupe de très jeunes, livrés à eux-mêmes, sans l'aide des parents, etc. Et en littérature jeunesse, en revanche, pour moi, il y avait des références qui étaient un peu plus anciennes, comme Chair de poule, mais pas forcément des choses à ce moment-là, des nouvelles collections ou autres. Donc c'est pour ça que j'avais plus le sentiment que dans la pop culture en général, l'horreur était en train de revenir et que c'était super intéressant de la faire revenir aussi en littérature jeunesse. Vincent Mondiaux, je vous vois acquiescer. Ben, oui, parce que je suis dans une position un peu similaire à Clémence par rapport à Hanté. On voit qu'il y a un retour, très clairement, qui est encore, on est encore au début de ce retour, je pense, en littérature. Mais on commence à voir les signaux. Il y a de plus en plus de créations de collections d'horreur, jeunesse et adultes. Et c'est vrai que en gros, il y a une grosse vague, Clémence en parlait, de littérature horreur jeunesse autour de Chair de poule, donc de fin des années 90, on va dire, qui a été accompagnée par tout un tas de rivaux de Chair de poule, plus ou moins de copies. Mais ça a créé un mouvement assez commercialement très viable et qui a laissé des traces intéressantes sur plusieurs années avant de disparaître presque complètement. Alors, ça n'a jamais complètement disparu. Les éditeurs ont toujours 1 ou 2 titres horreur qui sortent par-ci par-là. Mais par exemple, il n'y avait plus de collection. En fait, je pense que Hanté était la première collection depuis un long moment d'horreur en jeunesse. Et c'était clairement en sommeil depuis bien 15 ans, je dirais, en littérature jeunesse. Donc là, ça revient, mais ça va prendre un petit peu de temps, mais on voit le truc revenir. Il y a aussi, pour parler de concurrents, il y a Fleuve qui a lancé une collection d'horreur adulte. Là, on sait qu'ActuSF en lance une aussi. Donc voilà, il y a un retour, clairement. Et on le voit aux États-Unis, qui sont souvent quelques années avant nous. Il y a aussi un retour de l'horreur littéraire qui qui reprend un poids commercial considérable. Faut pas le surestimer non plus. On n'est pas, on sait pas encore si c'est la prochaine grosse vague, voilà. Mais en tout cas, c'est une prochaine vague, qu'elle soit grosse ou pas, ça dépendra du public. Et alors ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, directeur de collection. Sur le côté plutôt auteur, je me demandais justement si les ingrédients de la peur, ils avaient évolué et ils étaient nouveaux. Est-ce qu'il y a des nouvelles recettes? Alors, c'est mon sentiment personnel. Je pense que les mécanismes profonds restent globalement les mêmes depuis que l'homme a peur de la nuit et des bruits qu'on n'identifie pas, globalement. Après, il y a des esthétiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes périodes de l'horreur. C'est vrai qui sont très influencées notamment par le cinéma, pas que, mais le cinéma d'horreur fait beaucoup pour dans quel type d'horreur on est en ce moment. C'est vrai que le cinéma, sur ces 10 dernières années, on a eu toute la vague James Wan, Sinister, Conjuring, merci, je n'arrivais plus à trouver les titres. Voilà, il y a eu toute une esthétique de l'apparition démoniaque, fantomatique. C'était très à la mode ces derniers temps dans des grandes maisons très propres. Plus du tout la maison abandonnée, c'était un peu réinventé. Et donc, ouais, il y a des changements esthétiques, mais je pense pas qu'il y ait des changements de fond. En fait, ça en appelle toujours à nos pulsions cachées, quoi. Donc, qui sont d'un nombre assez réduit. En fait, je pense que si on tire le fil de chaque peur, de chaque film d'horreur, chaque roman d'horreur, en fait, on arrive à 4-5 grandes familles en réalité. Taous, vous êtes une grosse consommatrice d'horreur, tout confondu, livres, podcasts, films. Vous, qu'est-ce qui marche justement particulièrement sur vous? C'est quoi pour vous ce déclic horreur? Alors moi, il y a 2 genres qui marchent particulièrement bien sur moi. C'est tout ce qui est de l'ordre de la possession. Parce que l'idée d'avoir une personne possédée chez moi ou d'être moi-même la personne possédée, ça me terrorise. Ça fait froid dans le dos. Voilà, il y a un truc vraiment de « Ah non, le familier devient
menaçant, j'aime pas trop. Et dans la même ambiance, c'est ce qu'on appelle le home invasion, où c'est vraiment des intrus qui s'introduisent chez moi parce que c'est très réaliste et que, étant une femme dans le monde, je vis avec ces peurs de me faire agresser, de voir tout ce qui est sacré être volé par des gens. Et donc, quelqu'un qui pénètre chez moi, c'est la transgression ultime. C'est vraiment l'idée d'avoir quelqu'un qui vit sous mon lit ou qui vit dans mon grenier, ou ce genre de truc, ça me terrifie. Voilà. Effectivement, moi, ça me... Ouh là là. Et alors, en tant que jeune consommatrice d'horreur, et aujourd'hui, consommatrice qui a grandi d'horreur, sur le côté du regard des autres, je le disais au début, j'ai l'impression qu'il y a une forme de jugement moral, un peu de ceux qui lisent et qui regardent de l'horreur. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Complètement. Et c'est en train de changer. Je vois qu'il y a vraiment un regard différent maintenant sur l'horreur. Il y a de plus en plus de gens qui réalisent qu'en fait, ils aiment aussi l'horreur. C'est juste qu'ils en avaient une image très réduite, qui pensaient que c'était soit ça fait très très peur, soit c'est très très gore, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Et souvent, c'est aussi parce qu'ils ont regardé le mauvais film au mauvais âge et que ça les a traumatisés, qu'ils ont dit hop là, plus jamais. Alors que c'est normal. Si on fait sa première attraction avec 45 loopings quand on a 4 ans et demi, on n'a plus envie de monter dans un manège. Donc, il faut commencer doucement avec la pêche au canard. Et c'est vrai que de tous les genres entre guillemets mainstream, donc je compte pas la pornographie dedans parce qu'évidemment c'est une autre catégorie, l'horreur est le seul genre sur lequel il y a un jugement intellectuel mais aussi un jugement moral, alors qu'il y a d'autres genres comme la comédie romantique ou les films d'action où il y aura un jugement potentiellement intellectuel mais on ne mettra jamais en compte le caractère des gens et leur morale, alors que dès qu'on regarde de l'horreur, c'est il y a forcément un truc qui va pas avec cette personne. Si tu aimes regarder des choses violentes, c'est que toi-même tu as envie de perpétrer des actes violents, alors que oui, peut-être, mais comme tout le monde en fait, il y a toujours un moment où on se dit cette personne-là, je lui ferais bien du mal, mais au lieu de lui faire du mal, je regarde des gens qui se font du mal pour de faux et après ça va mieux. Comme ça, je ne fais de mal à personne. Toujours ce développement personnel, on y revient. Mathieu, comment on l'explique d'un point de vue historique, ce jugement moral ? Est-ce qu'il vient de quelque chose ? Est-ce qu'on peut trouver un peu ? Alors, la question, elle est double. La question, c'est celle du jugement moral général sur l'horreur. Ce jugement moral, il a toujours existé. On peut dire même qu'au cours du XXe siècle, il était étendu à peu près tous les genres populaires. Le roman policier était très mal vu au début du XXe siècle. Le roman sentimental, jusqu'aux années 90, personne ne pouvait dire qu'il lisait des romans d'amour. On disait que les femmes étaient idiotes d'en lire, etc. Ça s'est bien inversé de la même façon dans ce domaine-là aussi. Bref, et la science-fiction, c'était pour des ados attardés. Donc, le jugement moral, il est général. La question spécifique à l'horreur, c'est que dès lors qu'elle s'adresse à la jeunesse, il y a la question de ce qu'on peut donner aux enfants et de ce qu'on ne peut pas donner aux enfants. Et en fait, dans la mesure où l'horreur est le genre de la transgression, les enfants ont envie de lire de l'horreur. Mais au XIXe siècle, quand il était interdit de lire des romans d'aventure, les enfants avaient envie de lire des romans d'aventure. Et si la romance pour la jeunesse s'est développée, c'est parce que on n'autorisait pas vraiment les enfants à lire des romans d'amour, et donc ils avaient envie d'en lire. Je dis les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, etc. Pas les jeunes adultes, mais les plus jeunes, disons. Pour l'horreur, c'est absolument passionnant, parce que l'horreur, c'est un genre qui est un genre... Pour la jeunesse, c'est un genre qui est un genre de transmission, paradoxalement. Non pas de transmission d'un savoir, de valeurs morales, comme les autres genres pour la jeunesse, mais c'est un genre qui se développe de façon cyclique, et cette dimension cyclique témoigne que c'est un genre de transmission. Aujourd'hui, on voit ressurgir l'horreur parce que les gens qui lisaient de l'horreur quand ils étaient petits se redistribuent aux jeunes de l'horreur. C'est-à-dire les gens des années 90. Et pour les Américains, au cinéma des années 80. Souvenons-nous de Gremlins de Joe Dante, Spielberg qui fait des films d'horreur, comment s'appelle l'autre, John Landis, tous ces auteurs. Et que racontent ces auteurs des années 80, ces stars de l'horreur pour la jeunesse, Ghostbusters, etc. C'est qu'ils ont adoré lire, quand ils étaient gamins, dans les années 50, les comics d'horreur de EC Comics, qui ont été tellement mal vu dans les années 50, The Tales of the Crypt, etc., vraiment assez gore, des comics assez gore, qu'ils ont été à la source de l'interdiction ou de la loi sur les comics strips, et ils ont été interdits dans les années 50. Et ça a donné une deuxième collection d'horreur qui a passionné les jeunes lecteurs, qui était un magazine qui s'appelait Famous Monsters of Filmland,
qui était un magazine pour les adolescents, pour que les adolescents voient des images d'horreur, mais des images de films d'horreur qu'ils ne pouvaient pas voir dans la réalité parce qu'ils leur étaient inaccessibles. Et ça, c'est très intéressant parce que ça dit quelque chose de la passion pour la transgression. Est-ce que c'est justement ces ouvrages-là qui ont été brûlés, il me semble? Alors, les EC Comics ont été brûlés sur la place publique collectivement. Les parents invitaient leurs enfants à les brûler sur la place publique pour dire à quel point on était dans quelque chose qui renvoyait à l'autodafé, au fait de brûler les sorcières, enfin tout un imaginaire de purification qui dit à quel point ça a choqué le fait que précisément les jeunes lisaient ça. Mais en fait, pourquoi est-ce que les jeunes lisaient ça? Parce que c'est une littérature de transgression, donc c'est une littérature initiatique. De la même façon, dans les années 80, ils tiraient parti du fait que la VHS leur permettait d'accéder aux films d'horreur, et ils les regardaient en l'absence de leurs parents parce que c'est un cinéma ou une littérature initiatique. Ils lisaient Stephen King en cachette aussi, c'est pour ça qu'on a créé Les Chairs de Poule. Clémence, ce rejet, est-ce qu'on le ressent encore, je ne sais pas, dans les librairies ou chez les parents? Est-ce que vous ressentez cette réticence à mettre dans les rayons des ouvrages comme ceux-ci, par exemple? Pas tant. Il y a un peu ce truc, effectivement, de passage générationnel, et je ressens déjà qu'il y a des libraires dans la trentaine ou même la vingtaine qui ont envie de passer ce relais, qui ont été des enfants des années 90 ou début 2000 et consommateurs de littérature d'horreur ou de films d'horreur. Et il y a aussi une conscience très forte de ce que je disais précédemment, du fait que c'est aussi une porte d'entrée dans la lecture et que le plaisir dans la lecture est ultra important. Donc le genre de l'horreur est purement aussi un genre du divertissement. Il permet de sortir d'un cadre plus institutionnel, plus prescription. Donc voilà, c'est aussi une belle manière d'appâter des lecteurs. Pour la collection hantée en particulier, en plus, ce sont des romans qui sont assez courts. Donc leur format fait que c'est à la fois... Le genre est attirant, mais le format est rassurant. Et on sait que ça sera court, mais intense. Donc c'est une promesse qui, pour le coup, a été plutôt bien accueillie. Voilà. Oui, et des fois, j'ai le souvenir d'histoires justement qui se déroulent sur des courts laps de temps, donc on sent vraiment l'intensité dans le récit. Mais alors, doit-on poser des limites, et si oui, lesquelles? C'est la question qu'on se posera après une petite pause qui bouquine, avec une question qu'on a posée à nos auteurs. Quel livre t'a fait le plus peur? C'est tout simplement par ce livre, qui pour moi a été plus un faire-part qu'un livre, en fait, que j'ai appris la mort. Quelque chose d'extrêmement traumatisant pour moi, c'est Le Petit Ours Brun. Quand j'étais petit, j'ai un souvenir extrêmement vif d'avoir lu Le Petit Ours Brun a fait une grosse bêtise. Et comme ça l'indique sur la couverture, c'est l'histoire du petit ours brun qui dessine sur le mur. Et dès les premières pages, enfant, je me rends compte que là, le petit ours brun, il a fait un truc, il a déconné, il va se faire engueuler. Et ça m'angoisse terriblement. Donc je suis dans mon lit, je dois avoir 11 ans, et je lis avec ma lampe de poche. On m'avait dit, surtout tu lis pas ça, ça va t'impressionner. Alors, même pas peur. Et je ne me souviens plus de quelle histoire, quelle nouvelle, mais j'ai un souvenir de sidération. Quand au matin, le loup l'a mangé, je me souviens d'avoir poussé une gueulante d'effroi parce que j'ai compris la dévoration. La sorcière de Hansel et Gretel. Quand on allait se promener en forêt, mes parents, ils aimaient bien faire semblant qu'ils allaient nous perdre dans la forêt. Du coup, cette sorcière qui était là dans sa maison, qui avait l'air si accueillante, on s'attendait toujours à la voir un peu à chaque coin de clairière. Et il y avait un côté un peu quand même flippant. Les mots emplissent mon imaginaire. Les images sont tellement puissantes que j'en ai le corps qui est saisi. Et rétrospectivement, c'est un super souvenir parce que c'est une peur qui est contrôlable et c'est une peur que je peux renouveler et atténuer. Et je me souviens que à chaque page, j'ouvrais les pages tout doucement en me disant « Non !»
non. Et je m'identifiais terriblement à cet enfant trop créatif qui a dessiné sur les murs de sa chambre. Et puis j'ai compris que, sachant cette histoire, pour la raison que je venais de l'entendre pour la première fois, je n'arriverai plus jamais à me la sortir de la tête et de la psyché, parce qu'elle était en train de s'y enfoncer comme les crocs et les griffes du loup. Aucun livre ne m'a fait et ne me fera jamais aussi peur que La chèvre de Monsieur Seguin, qui m'a appris évidemment la nouvelle majeure de l'existence. Pauvre petit ours brun, oh là là. Un peu mon niveau de livre d'horreur, personnellement. Alors, peut-être pour commencer un peu ce débat sur les limites, moi j'ai envie tout simplement de poser la question, parce que je pense que c'est la première, j'ai l'impression, qu'on se pose quand on ouvre un livre d'horreur. Vincent, est-ce qu'on peut faire mourir les personnages ? Alors oui, c'est même quelque chose auquel je tiens dans la collection. C'est horrible. Dans la collection, je dirais. Alors je veux pas en faire un automatisme forcément, mais je tiens à ce que la possibilité soit très clairement là. C'est quelque chose. Alors d'un point de vue légal, on a le droit dans n'importe quel livre. C'est vrai que sur la littérature jeunesse, pré-ado, c'est assez rare quand même. On va pas se mentir, c'est quelque chose qui va être considéré comme un peu fort pour des enfants. Après, c'est un peu à chacun d'en juger, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être qui met le curseur haut dans ce que va ressentir l'enfant. En tout cas, s'il le livre est bien, parce qu'il s'est attaché au personnage et tout, et le faire mourir peut marquer un peu beaucoup d'enfants. Donc il y a des données commerciales aussi derrière, c'est-à-dire que si en tant qu'auteur vous proposez un livre pour les 7-8 ans, où le héros meurt à la fin, les éditeurs sont pas forcément chauds là-dessus. Donc il y a un peu ça qui joue. En young adulte, plus âgé pour ados, en vrai, ouais, on peut tuer nos personnages plus facilement peut-être. Alors quand on peut pas les tuer, pour les tout petits, par exemple, Ils meurent beaucoup dans la boutique des ténèbres. on disparaît, j'ai envie de dire, non ? À défaut de mourir, on disparaît dans des égouts, dans des voitures étranges, partout, quoi. Ouais, alors c'est ma dernière publication en tant qu'auteur, qui parle quand même beaucoup de morts. Là, pour le coup, on est effectivement, donc c'est un recueil d'histoires courtes, et sur les 13 histoires, il y en a quand même pas mal où on peut se dire c'est une métaphore de l'enfant vient de mourir. Mais justement, c'est une métaphore, c'est-à-dire que c'est libre d'interprétation, ça se passe hors champ, c'est pas du tout un livre gore ou quoi que ce soit, mais qui joue avec les grandes angoisses. Et je pense que la mort, c'est genre la top 1, quoi. Ça dépend pour qui, mais en tout cas, elle est dans le trio de tête. Et donc, j'allais pas passer à côté de la mort pour faire des histoires qui ont la volonté de faire peur, quoi, très clairement. Ah oui, non, c'est vrai que pour moi, je garde dans l'idée que ces enfants ne sont pas morts. Taous, vous dites justement dans votre ouvrage que vous avez été confronté à certains films trop tôt, trop jeunes. Comment on établit ce curseur d'âge ? Je pense que justement, effectivement, la question de la mortalité des personnages est un facteur intéressant à explorer, parce que moi, je me souviens que dans les œuvres pour enfants, que ce soit au cinéma ou en littérature, systématiquement à la fin, tous les états qui avaient été traversés, tous les états négatifs qui avaient été traversés pendant le livre sont annulés. C'est-à-dire que si on a perdu un bras, le bras repousse. Si les parents ont disparu, en fait non, c'était une illusion et en fait ils sont revenus. Ah, s'il y a eu un accident de voiture, en fait non, c'était un rêve. Enfin, il y avait vraiment plein de choses où à la fin tout se résout et tout va bien. Et R.L. Stine, l'auteur de Chair de poule, on en parlait tout à l'heure, aimait bien faire. Ou alors, peut-être qu'en fait, et juste il restait sur un point d'interrogation, mais on pouvait garder cette idée qu'il y a au moins une fin heureuse et après peut-être la place pour une seconde histoire. Mais bon. Là où j'ai commencé à comprendre que j'étais allée sur un terrain qui n'était pas le mien, c'est quand j'ai vu qu'il y avait de la boucherie et que les gens ne revenaient pas et que les enfants n'étaient pas à l'abri, les parents ne sont pas à l'abri, les animaux de compagnie ne sont pas à l'abri. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un petit contrôle à effectuer là-dessus. Mais c'est, je pense... c'est un travail auquel j'ai pas eu à réfléchir personnellement parce que je ne suis pas éditrice, je ne travaille pas dans la distribution au cinéma, donc heureusement je n'ai pas ce fardeau sur les épaules parce que je pense que j'en serais bien incapable, parce que d'un côté il y a effectivement baliser pour sécuriser et en même temps il faut accepter une forme de lâcher prise parce qu'on sait très bien que tous les enfants et tous les ados, ou en tout cas une grande majorité,
iront vers des trucs qui ne sont pas destinés à leur tranche d'âge parce qu'ils veulent se tester, ils veulent tester leurs limites. Il y a toujours ce moment où on se dit si, je suis sûr que je peux parce que ça et ça m'a pas fait peur. Et il se trouve que le 5e, c'est celui qui va nous empêcher de dormir pendant 10 ans et on le sait pas. Et on le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé. Donc, je pense que ça fait aussi partie des expériences de la vie de se retrouver traumatisé à un moment. Donc, le moins possible, c'est bien. Mais c'est très difficile à statuer. Enfin, je vois ma fille de 5 ans et demi, par exemple, elle est terrorisée devant le monde de Nemo. Voilà, elle a très très peur de 3 scènes dans le monde de Nemo, alors que c'est pas vraiment un Disney qui fait peur. Donc, en lui montrant ce film, je lui dis cool, elle va pas avoir peur. Si, parce que je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va lui faire peur. Donc, on y va très doucement, tranquillement. La fameuse scène de l'aquarium, je l'ai en tête. Personnellement, je la garde en tête. À propos de carnage, alors, moi, Clémence, j'ai lu Le Loup parmi nous. On est sur du gros carnage, hein. On va pas se le cacher. Sans spoiler, je lis quand même le début pour donner le ton. L'homme poussa un cri de douleur, mais s'interrompit quand il découvrit les traits du colosse. Quelques gouttes d'une salive épaisse, nauséabonde et collante dégoulinèrent sur ses paupières. Puis la gueule puante s'ouvrit en grand avant de s'abattre. Et tout disparut dans une nuit de sang. C'est complètement horrifique. C'est le prologue de l'histoire et en fait c'est tout l'intérêt, c'est que c'est une histoire de loup-garou, c'est une manière d'incarner ce monstre, cette créature. C'est pas marrant si on le fait qu'à moitié et que le monstre ne fait pas peur. Donc c'est sa première incarnation. Après on n'entre pas dans le détail du gore même, c'est plutôt des sensations, des évocations d'images et de sensations et de pensées de la victime. Mais c'est aussi en fait l'école Stephen King que pas mal d'auteurs de la collection ont en tête, c'est qu'on pinaille pas, on peut commencer par quelque chose de très choc, un vrai drame, et après ça n'empêche pas qu'au fil du récit il peut y avoir quand même des temps de respiration, des temps morts, des choses plus positives des fois qui surgissent, qui aident un peu le lecteur à reprendre ses esprits, mais voilà. Ouais, c'est des temps de respiration qui permettent aussi de garder cet équilibre peut-être avec un lecteur assez jeune. Oui, absolument. Et de toute façon, encore une fois, le loup est en couverture, donc on se doute, sa mâchoire, sa bave sont représentées en couverture. On se doute qu'il ne va pas être tout doux. Et c'est aussi une manière de faire entrer le lecteur complètement dans le récit, de l'accrocher. Le rythme est hyper important aussi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si on le voit bien, mais un curseur tête de mort, hein, oui, pour un peu savoir jusqu'où on peut aller, pour se tester soi-même, peut-être connaître ses limites, ou les parents, savoir jusqu'où ils peuvent aller. C'est une indication qui peut être très utile pour les lecteurs eux-mêmes, mais aussi beaucoup pour les libraires, pour les prescripteurs, pour les parents, pour quand même baliser justement, et comme disait Taous, aller progressivement avoir quand même un peu un cadre. C'est un niveau de peur qui va de 1 à 3, et typiquement quand on est à 3 têtes de mort sur 3, il peut y avoir des morts. C'est une possibilité dans certaines histoires. Sachant qu'on est en plus dans des récits qui s'adressent à des lecteurs dès 12 ans et dont les héros et héroïnes sont assez jeunes, sont vraiment des collégiens, donc ça peut être très dramatique. Mais voilà, il y a effectivement, à travers les différentes histoires, plusieurs niveaux de peur, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très adaptés pour entrer un peu dans le fantastique, aborder déjà des histoires de croque-mitaine, de possession, de fantômes, etc., mais de façon plus douce. Et ensuite, on va vers des choses potentiellement plus graphiques, des scènes un peu plus intenses et des ressorts dramatiques avec des morts. Mathieu Le Tourneux, vous le disiez tout à l'heure, cette littérature de l'horreur aussi, elle n'est pas inutile, justement, elle veut dire des choses sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire sur nous, ce retour à une littérature qui fait peur, à votre avis ? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la montée en puissance de l'horreur dans les collections pour la jeunesse, elle accompagne un mouvement plus général de développement de toute une série de genres qu'on tentait de préserver de la jeunesse et qu'on voit devenir centraux dans les productions de la jeunesse. Évidemment la romance, par exemple, hein, mais aussi des récits young adultes qui parlent de sexualité, et même dans certaines formes, des choses qui
qui sont pas si éloignés de ça, des imaginaires de la dark romance dans des versions euphémisées. Donc il y a un mouvement général d'acceptation de nouvelles formes de consommation, de choses un peu transgressives, d'une ouverture à tout un ensemble de productions. Et pour moi, cette ouverture, elle accompagne en fait une transformation des pratiques de consommation des jeunes lecteurs. C'est-à-dire que des jeunes, ça serait un peu absurde de considérer que la littérature, sous prétexte qu'elle est littéraire, devrait préserver les plus jeunes de toute une série de choses auxquelles, en réalité, ils ont totalement accès aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a des choses auxquelles les plus jeunes ont accès et il faudrait les en préserver, et ça, c'est un travail à faire. Mais néanmoins, je pense que cet élargissement, il tient au fait que le jeune lecteur d'aujourd'hui n'est pas le même que le jeune lecteur, disons, des années 60, même des années 80. C'est quelqu'un qui circule, qui va sur Netflix, qui va sur Internet, qui peut chercher qui lit de la fanfiction massivement et qui donc consomme des choses qui sont radicalement différentes. Le cas de la fanfiction est passionnant. En fait, les jeunes lecteurs lisent massivement des textes qu'on ne pourrait jamais éditer pour eux en l'état, parce que le système éditorial ne leur permettrait pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une transformation quand même du rapport à ce qui est possible ou impossible. Et pour moi, cette manière de tester les limites, elle est très intéressante actuellement, parce que elle manifeste une reconfiguration de ce qu'on définit comme la littérature de jeunesse. Et l'apparition du young adulte, ça va dans ce sens-là. C'est vraiment une tentative pour non plus penser la littérature de jeunesse comme à part, mais pour penser une continuité par étapes qui conduirait de la littérature de jeunesse à la littérature générale, et en particulier à la littérature de genre en général. Vincent Mondiaux, vous êtes d'accord avec cet avis? Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée de refuser une littérature jeunesse trop consensuelle, quelque part. Oui, je pense que ça s'inscrit... En fait, les gens peuvent avoir une image de la littérature jeunesse, ado, young adulte, comme devant être forcément chargé d'une mission un peu parascolaire, un peu d'éducation pédagogique. Les parents ont beaucoup cette attente-là de la part de la littérature, enfin, au sujet de la littérature jeunesse. Ils attendent des choses qui éduquent leurs enfants. Et qui, pour eux, c'est bien les livres. Il y a un truc, c'est bien que leurs enfants lisent de manière objective, quoi. Même si eux-mêmes ne lisent pas forcément, l'enfant doit lire, c'est super, mais c'est super si c'est éducatif. Dès que ça touche à l'horreur, dès que ça touche à la romance, t'en parlais, à des genres qui sont de manière assez évidente, moins chargés de missions éducatives que d'autres, ça pose un peu problème. Parce que, encore une fois, je crois que la littérature jeunesse, dans l'esprit du grand public, est quelque chose de un peu lié à l'école, quoi. C'est un peu... parce qu'en fait, la plupart des gens, les livres qu'ils ont lus, les ont lus à l'école, en fait, quoi. Donc, je pense qu'il y a un peu tout ça dans l'imaginaire collectif. Et donc, l'horreur, comme d'autres genres, ne s'inscrit pas dans cette compréhension de la littérature jeunesse. Donc, c'est en soi quelque chose aux yeux des parents, notamment, et de certains prescripteurs, les gens qui achètent des livres pour les enfants. C'est quelque chose qui est en soi un peu... qui n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas faire ça. C'est pas tout le monde, hein, évidemment, tout le monde ne pense pas ça, mais je pense qu'il y a une partie du public adulte qui ne voit pas pourquoi ça existe, en fait, les livres d'horreur jeunesse. Pourtant, ça éduque d'une certaine manière. L'horreur, on apprend un peu sur soi-même, non? Oui, je pense que n'importe quelle œuvre d'art, quelle que soit sa qualité, en fait, permet d'apprendre quelque chose, ne serait-ce que sur l'esprit critique permettant de juger une œuvre d'art, en fait. Et oui, moi, je pense... Et puis, en fait, je crois aussi... je suis d'accord qu'en fait, quasiment tout éduque un petit peu, mais surtout, en fait, je suis par contre pas d'accord en tant qu'auteur et éditeur pour dire qu'il faut qu'on éduque. En fait, c'est bien aussi de divertir, d'amuser, c'est aussi un loisir, en fait. On va beaucoup moins exiger du cinéma, des séries télé, des jeux vidéo d'éduquer. Genre, on part du principe que c'est pas forcément leur mission. C'est bien si ça le fait au passage, mais on ne demande pas ça. Et les livres, on nous le demande en permanence, quoi. Surtout sur les livres jeunesse. Et il y a une partie de la littérature jeunesse qui a cette mission, en tout cas qui peut avoir ce rôle. Mais il y a une autre partie qui a un autre rôle, qui est celui de divertir, notamment. Clémence ?
Oui, oui, je suis complètement d'accord. En fait, je dirais que c'est un peu pour moi, c'est surtout aussi la catharsis qu'on veut rechercher dans les sensations et pas que l'éducation, enfin le fait d'apprendre quelque chose. Je suis absolument d'accord et le parallèle avec le jeu vidéo est très vrai. Enfin, on n'attend pas la même chose de la littérature que du jeu vidéo, mais en revanche, il se passe la même chose pour les jeunes qui jouent ou qui lisent ce genre de récits. Ils ont très conscience qu'on est dans de la fiction. Et ils attendent pas forcément d'apprendre quelque chose, ils attendent de la sensation forte, ou en tout cas des émotions. Donc c'est vrai que souvent les adultes pourraient dire, on revient à la question de la moralité, c'est trop violent, ça va mettre des mauvaises idées dans la tête, mais en fait pas du tout. C'est une sensation forte qui est sous contrôle, les jeunes lecteurs en ont absolument conscience, et en fait ils viennent là pour se faire peur, pour se mettre un peu en difficulté, en vulnérabilité, mais dans un cadre bien défini. Et puis parfois, on peut même y trouver une forme de refuge. Il y a ce passage, Taous, qui est assez émouvant, je trouve, dans votre ouvrage, où vous dites « Je me suis donc tournée vers les monstres. C'est auprès d'eux que j'ai trouvé du réconfort, une image plus douce de moi, un avenir possible dans ce corps et avec cette personnalité que je n'ai jamais réussi à trouver dans mon humanité. » C'était un refuge, finalement. Complètement. C'est vraiment spécifiquement pour l'horreur et tous les mouvements artistiques qui vont stimuler l'imagination. Il y a vraiment cette idée de fuir la réalité à certains moments parce qu'elle est moins marrante. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent mais pourquoi aller dans l'horreur quand la vie est déjà moche ? Mais parce que là, effectivement, je contrôle les choses. C'est une horreur qui n'est pas la mienne. C'est une horreur que je peux arrêter quand je veux. Et ça me permet d'affronter mes peurs dans un environnement, comme on le disait, qui est effectivement balisé, où j'ai pied partout, en fait. Et si à un moment, je sens que, hop, là, je referme le livre, ou j'éteins le film, et c'est terminé, et tout va bien. Et à côté de ça, il y a aussi ce truc, notamment pour la littérature, où en fait, souvent dans les œuvres, quand on a un personnage qui lit beaucoup, c'est toujours un personnage qui a une vie intérieure beaucoup plus riche que sa vie extérieure. C'est souvent des personnages qui sont solitaires, qui sont pas bien dans leur peau, et qui se réfugient dans les livres, et qui ont comme seul ami les livres. Donc c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est quand même assez réaliste, parce que j'ai fait partie de ces enfants-là, et j'en ai connu plein, et j'en vois encore beaucoup. Et c'est vrai que quand la vie est moche, et quand on sait pas trop quoi faire de toutes ces émotions, et de toutes ces images qu'on a en tête, on a besoin d'avoir des guides dans les ténèbres et vraiment il y a plein de gens qui ont besoin de s'évader en allant chercher du féerique et du magique et de l'extraordinaire, et c'est très bien. Moi j'avais besoin au contraire d'aller mettre les deux mains vraiment dans les viscères et dans le cambouis et de dire mais qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi ce que je ressens, pourquoi je le ressens, et montrez-moi que effectivement une vie plus heureuse est possible et que je peux avoir moi aussi mon happy end, quoi. Et en fait, le happy end, c'est juste une vie heureuse, c'est pas la fin, c'est être heureux et être bien dans ses bottes et être bien dans sa peau. Et c'est ce que j'ai réussi à accomplir aujourd'hui, et je me sens extrêmement privilégiée et chanceuse d'avoir pu faire ça, parce que je continue à vivre avec cette monstruosité dans ma tête et cet imaginaire extrêmement sombre et sanglant. Mais je me suis jamais aussi mieux portée de ma vie et je vais très bien, je suis une personne très équilibrée et très heureuse. Donc comme quoi, ça peut tout à fait cohabiter. Oui, donc peut-être que c'est effectivement bien dans le sang et la brume qu'on trouvera le salut, qui sait. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est déjà la fin de l'émission. C'est passé extrêmement vite, cette première émission du Social Club, mais il y en aura d'autres pendant toute la semaine. Merci beaucoup à tous les quatre. Je rappelle un petit peu où vous en êtes dans vos actus. Vincent Maudiot, on a la Boutique des Ténèbres dont on a parlé, qui est un ouvrage de l'étrange et un ouvrage magnifique et très effrayant en même temps. Et puis aussi des prochains titres chez Nocturne, il me semble. Ouais, donc on avait sorti les 2 premiers en juin et les 2 prochains arrivent en mars et avril avec des auteurs relativement connus puisqu'il s'agit de Morgane Cossarieux et de Taïmar Clotan. Voilà. Taous, on en a parlé, il y a Monstrueuse qui est toujours dans les librairies, sorti il y a quelques mois chez La Ville Brûle. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la 9e saison de votre émission Feu de camp. Où est-ce qu'on peut l'écouter déjà ? C'est sur toutes les applications de podcast, c'est produit par Énergie, donc vraiment
là où vous écoutez vos podcasts, vous tapez Feu de camp et vous allez le trouver. Et puis une newsletter aussi de l'horreur plutôt pour les cinéphiles. C'est ça, c'est l'horreur sur grand et petit écran. Donc c'est sur Patreon, le lien est dans ma bio Instagram. Ça fait vraiment toujours très pro de dire ça. Jack X Parker sur Instagram, voilà. Oui, parce que le nom n'est pas le même, attention. Mathieu Le Tourneux, vous revenez avec un nouveau gros livre à paraître en février, Histoire de la culture de masse en France, et c'est chez La Découverte. Ça, c'est ça. Ça parlera de quoi? Eh bien, ça parlera de la culture de masse en France de 1930 à 1990, c'est-à-dire le grand moment de la culture de masse, de l'éclatement de la culture de masse, et ça évoquera donc les genres populaires, la télévision, et jusqu'à ce qu'Internet modifie les choses. Super, hâte de voir ça. Enfin, Clémence, on continue sur la lancée avec 2 nouveaux titres, La morsure du clown et Cerveau à volonté. Oui, absolument. Je ne sais pas si vous aviez le visuel. Je l'ai là. Effrayant. Voilà, la morsure du clown. En fait, on aime bien maintenant dans la collection hantée varier un peu les croque-mitaines, les sujets, les objets de peur. Et on n'avait pas fait la coulrophobie, qui est extrêmement répandue. Et c'est vrai que ça fait bien réagir. Super, merci beaucoup à tous les 4. Et nous, on se retrouve demain pour une émission spéciale manga.